Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce quart de finale du concours de plaidoyer 2025 autour du sujet tournant autour de la question du pardon et du compromis. Je serai bref, je remercie la FFDE, en particulier Valentine, de s'être déplacée pour arbitrer ce quart de finale, les orateurs de l'ONS d'être venus à l'IPC pour ce choc et l'administration et les permanents de l'IPC de nous permettre d'organiser ce débat ici. Voilà, bon courage à tous les orateurs, bon choc. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup évidemment à l'IPC de recevoir et à l'ONS de se déplacer pour ce quart de finale. Je vais juste faire un rapide retour des règles, donc revenir juste sur les règles qui sont éliminatoires, comme ça on est tous OK. Sachant que pour les quarts de finale, vous n'avez pas le droit au chronomètre, donc aucune mesure de temps possible, que ça soit là sur vos tables, donc vous n'avez pas le droit de faire des grands signes pour dire à votre orateur qu'il est bientôt en hors temps. Par contre, vous n'avez pas non plus le droit d'avoir votre chronomètre ici, il n'y a que mon chronomètre qui fera foi et je ne vais pas vous le tourner. Mais évidemment, il y a toujours les mesures de temps habituelles. Donc à 4 minutes 15, je vais taper sur la table pour vous dire qu'il vous reste 15 secondes pour commencer à être dans les temps. Donc vous avez de 4 minutes 30 à 5 minutes 30 pour rester dans le temps réglementaire. À 5 minutes, je dirais « veuillez conclure » et à 5 minutes 30, je dirais « veuillez vous rasseoir ». Si vous vous rasseyez à 5 minutes 30, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas éliminé. Par contre, si à 5 minutes 30, vous continuez à parler, comme d'habitude, vous serez éliminé. Vous serez donc éliminé pour le prix de titre de meilleur orateur dans l'affrontement, cohérence d'équipe et la victoire dans votre duel. Très compliqué, après, d'aller au-delà. Donc évidemment, si vous m'entendez plusieurs fois, sachez qu'il faut se taire. Ensuite, pour l'affrontement, vous avez donc une question qui n'est pas chronométrée, mais c'est une question. Donc si vous commencez à donner un argument, je vous dirai simplement « posez une question ». C'est une question très simple. Et ensuite, vous avez 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Et là, il y a quand même une certaine appréciation. Évidemment, je taperai à 30 secondes pour vous signifier que vous avez fini votre temps de parole. Mais si vous êtes en train de finir votre phrase, comme on est quand même dans un concours d'éloquence, de débat, ne vous coupez pas. Finissez votre phrase, vous ne serez pas éliminé là-dessus. Pour les deux équipes, qu'on soit bien clair, mais juste ne commencez pas un nouvel argument, parce que là, je serai obligée de taper sur la table, de jeter la table, de me jeter par terre, ça va être très compliqué. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, on va commencer. Alors, sur le thème le pardon, le sous-thème le pardon et le compromis. Au premier sujet, faut-il mettre de l'eau dans son vin? À la positive, Clotilde. Un rosé bien frais, des amis volubiles, 3 transats, que le soleil dort encore. C'est le moment rêvé pour parler d'idéaux, refaire le monde, repartir à zéro. Le vin délie les langues, il ouvre la porte aux rêves. Mais notez, réel, il est déjà là le glaçon, dans la boisson. Mettre de l'eau dans son vin, c'est prendre sa vie en main. Quitter les idéaux distants. Le rêve n'a rien de condamnable. Aspirer aux idéaux, mais quoi de plus normal? Il est audacieux, celui qui en rêve, mais que son audace est mal placée aussi s'il n'en vit pas ensuite. Réveillez le rêveur, qu'il agisse. Il continue de tourner le monde où on n'entreprend rien. L'ivresse nous fait tourner la tête et on en oublie la quête. Alors, optons pour le compromis, mettons de l'eau dans notre vin et mêlons le réel aux rêves pour les rendre effectifs. Faisons nos idéaux tremplins. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre, disait Saint-Exupéry. Il est dans nos mains. Et on a de vraies joies qu'hors du rêve. Quelle fierté qu'un accomplissement. Prenez un dessin d'enfant, avec son camion de pompier qu'il est altier et sa mère comblée. Bon, la mère n'a pas donné, le pompier est violet, mais il n'avait qu'un feutre et son frère à les autres. L'idée est là. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on parle d'art du compromis, non de science.
du compromis, parce qu'il y a bien trop d'indétermination pour en faire une science. Ceux qui se bornent à une idée en perdent le sens. Ceux qui virevoltent par sensation ou sincérité mal placée se perdent eux-mêmes. Ivres. Votez la pondération. Même ChatGPT incite à la modération, refusant d'un verre plein la représentation. Le compromis a cette complétude qui fait qu'il intègre toute notre nature. Aristote n'est pas le seul à le dire, nous sommes corps et raison. De là, nous avons raison et sentiment. Mais la réflexion, les tiraillements ne nient pas l'unité. Au contraire, ils la révèlent. Cela me ramène au souvenir de mes deux grands-pères d'ailleurs. Le maternel, haut en couleur, parlant fort, refusant de boire autre chose que du rouge à table, et, face à lui, le paternel, lui, coupant son vin d'eau, vivant de compromis par adaptation successive à son entourage. L'expérience atteste bien souvent notre proverbe. Et si le compromis est tout un art, c'est qu'on ne le fait pas par manque de temps. Non, il est proprement humain. Il n'est pas qu'une adaptation biologique, une mécanique évolutive. Le compromis est un arrangement dans lequel on fait des concessions mutuelles. Mutuelles. Personne ne se renie, tout le monde s'adapte, acceptant le mélange de l'eau de l'autre avec son propre vin. Le goût de la relation en est moins amer, et l'alliance teintée n'a rien de délétère. Je parle d'alliance, oui, puisqu'on opte dans le compromis pour une même cible à partager. Et il faut apprendre à viser. Fléchette en main, si l'alcool n'est pas coupé, c'est dangereux pour la santé, évitez l'œil crevé. Et ayons en tête que ce n'est pas parce que le compromis est déplaisant qu'il est mal fait. Chacun met de soi une part de côté. Ce n'est pas anodin. C'est un cadeau mutuellement échangé. Il y a bien sûr quelque chose de fragile dans le don. J'annonce la couleur, la blessure est facile. Pardonner vraiment, alors c'est renoncer à punir. Où est le don sinon ? Sa fragilité est d'un tel éclat qu'on ne saurait que s'extasier. Le communautaire, plus que le sécuritaire, prend le risque des blessures. Mais aussi, lui, jouant quitte ou double, peut la toucher double la joie. L'alcool, lui, désinfecte, âpre. Nous sommes faits pour la communauté avec tout ce qu'elle a de plus aventureux et de chancelant. Faire table rase est un échec. Parce que les actions éminentes, elles, se font par petits pas. Martin Luther King en sait quelque chose. Il vous faut lâcher l'idéalisme pour vivre de paix construisible. Comme le disait si bien Peggy, le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Il y a de l'eau dans le gaz cette fois. Oui, on ne va nulle part en se saoulant d'idéaux. Qui veut d'un dirigeant titubant ? Le compromis permet le traité de paix. On ne met jamais tout le monde d'accord, surtout il faut se rendre à l'évidence. Veuillez conclure. Mais c'est aussi ça qui fait de notre histoire quelque chose de personnel et non pas d'arbitraire. Faire des compromis, c'est une politesse qui réussit à tous. On s'y grandit chacun en écoutant l'autre. Il nous faut passer des poèmes à l'arrangement des problèmes, mettre de l'eau dans son vin, et offrir ainsi à l'autre, et non qu'à soi, le goût de l'ascension coloré par surcroît. Et comme au cinéma pour vivre sans prétention, alors coupons. J'ai demandé donc à son adversaire de se lever et de poser une question avec le micro. Vous nous expliquez que mettre de l'eau dans son vin, c'est s'ouvrir l'esprit, c'est pouvoir avancer. Mais comment comptez-vous avancer quand vous mettez de l'eau dans son vin ? C'est en confrontant les valeurs c'est en confrontant les valeurs qu'on avance et non pas en abandonnant les siennes. Je n'ai pas parlé d'abandon, j'ai parlé de composition, puisque si l'on décide de ne pas faire de compromis, on garde nos propres idées, nos propres idéaux, et on avance tête baissée. Le compromis propose de prendre
l'autre là où il en est, d'avoir un échange avec lui et de construire avec lui pour pouvoir concrètement agir. Si on reste dans ses idéaux seul, on ne va nulle part. Vous dites que le compromis est un don qu'on fait à l'autre. Il est en fait l'inverse. Le compromis est quelque chose que l'on cède, quelque chose que l'on abandonne. C'est en fait tourner le dos et abandonner l'espoir d'une paix durable sur une réelle entente. C'est une fainéantise. Vous parlez de céder, mais céder lorsqu'on cède pour l'autre, là est l'idée du don. Donc je ne pense pas que ce soit contradictoire, au contraire. Et comme je l'ai dit, le compromis permet d'avoir un échange avec l'autre qui fait qu'on peut construire ensemble un traité de paix, justement, pour empêcher ensuite qu'il y ait d'autres mésententes. Et donc, à la négative, sur le sujet « Faut-il mettre de l'eau dans son vin ?» pour l'ENS, Gaspard. Ah, c'est pas vrai, punaise. Ah, quelle soirée abominable. Excusez mon humeur massacrante, je sors d'un repas de famille particulièrement désagréable. C'est vraiment désolant. Tout était parti pour bien se passer. Mes grands-parents avaient sorti l'argenterie et mamie avait préparé un délicieux magret de canard et surtout mon grand-père avait sorti de sa cave un délicieux Côte-du-Rhône. On s'apprêtait tous à boire et puis il y avait mon oncle qui avait des trucs à dire. Certains l'appelleraient l'oncle beauf, moi plus objectivement je dirais que mon oncle c'est un facho. Et voilà, qu'il parle, qu'il dit des inepties, un mélange subtilement grossier de choses infectes. Alors face à ça, ma maman pince la bouche, mon frère regarde son téléphone et ma tante détourne le regard. À ce moment-là, personne ne l'a vu, mais nous l'avons tous fait. À ce moment-là, nous avons tous mis de l'eau dans notre vin. Et quand nous avons bu, évidemment, ce n'était plus la même saveur. Et alors, qu'étions censés nous faire ? Eh bien, certainement pas nous taire. Si personne le confronte, il va continuer à casser les pieds à tout le monde. Enfin, j'ai pas envie que tous mes repas de famille ressemblent à un plateau de télé C8, sérieusement. Alors oui, il va falloir hausser la voix. Ça va nous coûter quelques larmes, un peu de sang peut-être, mais c'est le prix à payer pour avancer. En effet, comment voulez-vous avancer en passant votre temps à faire des concessions ? En abandonnant vos valeurs, vous cédez à l'autre. Surtout face à un obsédé pareil, lui ne cédera jamais, il ne met même pas d'eau dans son Ricard, lui. Alors imaginez dans son vin. D'ailleurs, face à ce genre de personnes, vous êtes certain que vous allez toujours perdre la bataille de la dilution. Voyez-vous, mon oncle, il aime bien regarder les infos. Même s'il passe son temps à dire que tout fout le camp, il n'y a plus de tradition, enfin vous connaissez, hein. Et pour cause, moi aussi je suis attristé par l'état dans lequel sont les médias. Quand on ne tombe pas sur de la désinformation, c'est du populisme. Les débats sérieux ont disparu, ont été submergés par la démagogie, auquel ils ont progressivement laissé du terrain. Alors, ça commence toujours par peu, on ne s'alarme pas. Les concessions, c'est toujours une broutille qu'on accepte. Et puis un jour, on se retrouve avec un type qui fait un salut nazi à la cérémonie d'investiture du président des États-Unis, ou alors une liste de mots qui sont bannis de certains articles. Mince. Alors je vous pose la question, où était la concession de trop ? Et j'y réponds, la première ! La première était celle de trop. Ceux à qui on fait grâce s'arrêtent rarement à celle-ci et continuent de vous inonder tant que vous les laissez faire. Ainsi vous partez avec un beau verre bien rouge, et puis, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, votre verre, ce n'est plus que de l'eau. Et vous n'avez plus en vous plus qu'une petite larme sur la joue. Moi, il ne restait plus rien dans mon assiette à ce moment du repas. Alors j'ai quitté la table et je suis rentré chez moi, frustré. En marchant, j'ai pensé à mon oncle, je ne savais plus quoi faire de lui. Je ne pouvais plus tolérer ses propos, mais une guerre permanente était envisageable. En effet, comme l'a dit mon adversaire, le but, c'est d'arriver à un terrain d'entente, une paix durable. Mais ce dîner m'avait prouvé que,
Ce n'était pas à coup de flotte que j'allais y arriver. En effet, faire une concession, est-ce vraiment faire un don à l'autre? Se modérer, le laisser agir tel qu'il souhaite, est-ce vraiment aller vers lui? Tout à l'inverse. Quand on fait une concession, il n'y a pas d'accord qui n'est conclu. Et trouver un accord, c'est dur. Il faut se battre. Il faut parfois renoncer à ses valeurs. Il faut parfois changer d'avis. Ah. Et si on est fatigué par toutes ces querelles, eh bien le compromis arrive sur un plateau d'argent. Pas de terrain d'entente, un no man's land. Pas de paix durable, une simple trêve. Pas de pas vers l'autre, on lui tourne le dos. Et puis j'ai repensé à mon prof de maths de 6e. Quand j'étais petit, voyez-vous, j'étais plutôt fort en maths. Mais mon prof, il me laissait jamais répondre aux questions. Et quand il me laissait répondre, c'était toujours les questions les plus dures. Alors j'ai pensé qu'il m'aimait pas d'abord. Et puis j'ai compris. C'est avec ses meilleurs élèves qu'on est le plus dur. Eh bien, ce sera pareil avec toi, mon oncle. Parce que tu es mon meilleur ennemi, parce qu'aucun pont ne nous relie, je ne laisserai rien d'entre nous qui soit de l'ordre du compromis. Je ne te céderai jamais un seul combat. Je ne me modérerai pas dans mes propos. Et j'espère qu'un jour, cette bataille pourra nous mener à une paix durable et véritable. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons nous retrouver autour d'un verre de vin qui, lui, aura gardé toute sa couleur et tout son goût. Merci beaucoup. Je vais donc demander à son adversaire de se lever pour poser une question. Vous semblez dire que l'on sacrifie tout pour l'autre dans le compromis, alors que quand on regarde la définition du compromis, justement, il y a cette idée de mutualité. Comment pouvez-vous expliquer cela? On ne sacrifie pas tout pour l'autre. On sacrifie le combat qu'on mène. Annoncer le compromis, c'est annoncer la fin du combat. C'est avorter, en quelque sorte, quelque chose qui aurait pu mener vers une véritable entente, un véritable accord entre deux personnes, et non pas un compromis, justement. Mais comment pouvez-vous parler d'attente non... Enfin, comment pouvez-vous dire qu'on n'arrive pas à une entente entre deux personnes si justement il n'y a pas d'échange? Parce qu'avec le compromis, on peut chacun rejoindre l'autre en mettant de côté ce qui n'est pas compatible avec ce que l'autre pense pour pouvoir avancer, justement. Parce que la façon dont vous décrivez le compromis ici est un outil plus qu'une solution. Ce n'est pas le compromis qui va faire qu'à la fin la paix est instaurée. Peut-être que pour me mettre à la place de l'autre, je peux faire un compromis momentanément dans mes pensées pour pouvoir comprendre son idée, mais à la fin le compromis ne sera jamais solution et ce n'est jamais lui qui primera et qui instaurera quelque chose de vrai. Sur le sujet 2, pardonner, est-ce nécessairement renoncer à punir? À la positive pour l'IPC, Gabriel. J'ai voyagé dans l'histoire. Près de Johannesburg, j'ai entendu Mandela dire « Je pardonne mes bourreaux s'ils passent sous l'échafaud ». J'ai lu aussi. Dans Les Misérables, j'ai vu l'évêque pardonner Jean Valjean de son vol en lui disant « Avant, viens prendre ta punition ». J'ai moi-même écrit à mon agresseur pour lui dire que je lui pardonnais tout. Que le violeur est victime de la violence, que j'espère qu'un jour, il croira en l'amour vrai et tendre. Mais que bien sûr, si je le croise, la police viendra l'y prendre. Voyez comme ces pardons sonnent faux. Pourtant, ma camarade après moi est convaincue qu'ils sont possibles. Elle viendra vous parler d'un pardon que l'on peut concilier avec la justice. Il existerait un pardon qui ne renoncerait pas à la punition.
Un pardon qui a si peu de consistance qu'il exigerait parfois une lourde sentence. À la barre où je me tiens, je plaide non probable. Laissez-moi me faire l'avocate du pardon vrai et gratuit qui par sa nature même se détache du puni. Tu casses, tu répares. Tu nettoies, tu dessalis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ce discours de Gabrielle nous montre la dynamique de la justice. Elle répond proportionnellement à la violence. Elle a en elle-même cette dynamique de vengeance. Elle calcule les degrés de conséquence d'un acte et y répond selon cette mesure. Oui, car punir, c'est infliger un mal proportionnel à la faute commise. Enfin, essayez du moins. Moi, j'ai toujours l'impression que les peines sont jamais suffisantes. C'est vrai, une punition méritée, c'est jamais, et ce sera jamais, un mal aussi grand qu'une violence gratuite. En justice, on punit, puis on répare. On rend le mal, puis on regarde l'homme derrière. Le pardon, quant à lui, restaure en lui-même. Accepter l'idée d'un pardon qui maintient la punition, c'est vider le pardon de son sens. Le pardon, c'est l'amour qui dépasse les conséquences du mal fait. Si un mal est réparé, il ne peut être puni. Le pardon se donne, et pas de don, s'il faut rendre des comptes. Le pardon, c'est l'acte de la bienveillance pure. C'est dire, malgré tout, je te veux du bien. C'est répondre au mal par l'amour. Le pardon brise toute logique de calcul. Un pardon, au fond, c'est jamais mérité. C'est ça qui fait qu'il est grand, infiniment beau, désespérément dur à donner. Kant se méfiait du pardon car il ne pouvait pas s'ériger en impératif catégorique. Et ironiquement, il avait raison. La punition est de l'ordre de la justice, tandis que le pardon est de l'ordre de l'amour. Et le second transcende l'autre. Pardonner, ça a été pour moi ne plus rien attendre de mon agresseur, ni même un pardon de sa part. Difficile de dire comment ou pourquoi, mais je me sens libre, malgré le fait qu'il ne subira jamais le mal qu'il m'a infligé. Le pardon est beau en ce qu'il nous dépasse, et en punissant, il se fait rattraper. Oui, véritablement, le pardon, c'est mettre l'eau de l'indulgence dans le vin du raisonnable. C'est sortir de la logique de la loi pour aller vers celle de la foi, car ultimement, pardonner, c'est croire en l'autre. C'est pour Mandela espérer que le cœur des bourreaux se mette à voir plus loin que la couleur de peau. C'est pour l'évêque d'Hugo espérer que le petit Jean soit touché de cette réparation imméritée et qu'il cherche désormais à ce qu'on le regarde toujours ainsi. C'est pour moi croire que toutes les raisons qui poussent un homme à agresser une petite fille ne sont pas inscrites dans l'âme, qu'elle s'est simplement éteinte et que l'amour est le seul moyen de la ranimer. Pardonner, c'est faire le pari que le pardonné, touché de ce regard posé sur lui, ce regard gratuit, libérateur et indu, restaurera chez lui ce qui était perdu. Pardonner, c'est restaurer la dignité humaine. C'est la parole suprême donnée à l'homme pour enfin éloigner ses parts d'ombre. Le pardon a besoin de temps pour être libéré des obstacles psychologiques et être un acte de la volonté. La justice, elle, est scandaleuse lorsqu'elle attend. Le pardon se fait d'un cœur à un autre. La justice se fait par un intermédiaire neutre. Le pardon est personnel, la justice est politique. Le pardon est sans raison, et la justice en a 1000. Le pardon se donne, la justice se rend. Le pardon est gratuit. La punition, elle, c'est le prix à payer. J'ai demandé à sa contradictrice de se lever pour poser une question. Merci d'avoir parlé en mon nom. Oui, je défends la justice, évidemment. Parce que justement, en pardonnant sans juger, est-ce que vous ne laissez pas réellement courir encore votre agresseur
et les bourreaux de Mandela. Comme je l'ai dit dans mon discours, le pardon est un pari. Et en cela, il n'est pas exigeable, il n'est pas nécessaire. Je pense que toute personne ne mérite pas de pardon. Et c'est pour ça qu'il est si rare. En fait, le pardon, c'est aller voir chez l'autre, c'est espérer chez l'autre qu'il ne recommencera pas. Ce que j'en entends ici alors, c'est que le pardon va être subjectif et propre à tout le monde. Or, en l'occurrence, agresser, violer, tuer presque, ça, il n'y a rien de subjectif, c'est totalement objectif. Et justement, en pardonnant, en accordant à certaines personnes ou non le pardon, vous laissez alors le risque courir à tout le monde que ces personnes recommencent. Vous laissez alors le danger dans la société. Oui, alors justement, je me suis attardée à montrer que la justice et le pardon n'appartenaient pas au même ordre. Et c'est pour ça que j'ai dit justement que dans la justice, c'est jamais la victime qui va rendre justice, qui va punir le bourreau. Elle fait intervenir un intermédiaire pour pouvoir garantir l'ordre social. Mais le pardon en lui-même concerne deux subjectivités. Il concerne la victime et il vient réparer la victime aussi. Il n'est pas là que pour être donné à la personne, il vient vraiment dans une relation mutuelle, tandis que la justice concerne la société. Merci beaucoup. Donc toujours sur le sujet de pardonner, est-ce nécessairement renoncer à punir? À la négative pour l'ENS, Flavie. Bienvenue en CP. Dans cette classe, je vous présente Julie. Julie a 6 ans. Elle est petite, rigolote et surtout chippie. Et aujourd'hui, notre tête de linotte a oublié sa trousse. Elle regarde un peu à côté. D'un geste assez rapide, elle dérobe celle de Clara. Bon, j'ai dit qu'elle était petite, mais elle n'est pas très discrète. Et le soir, sa mère s'en rend compte. Furieuse, elle demande le lendemain de se faire pardonner auprès de Clara. Bon, je vais un peu dramatiser tout ça. Cette trousse, en fait, elle avait été offerte par sa grand-mère qui est maintenant morte. Et donc, cette trousse, c'est un détail pour vous, pour moi, pour Julie. C'est une relique pour Clara. Une trousse dérobée, un petit monde, le temps d'une après-midi, qui s'effondre. Alors, que veut dire ici un pardon ? C'est, et vous le dites si bien, c'est un acte noble, de bonté, mutuel, vrai, gratuit. Un niveau d'âme, une supériorité humaine. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pardonner à qui ? À Lucini, à un enfant qui s'excuse pour faire plaisir à sa mère, qui craint d'avoir 2 bonbons en moins ce soir au dessert. Bon, retournons encore à Julie. Cette année, c'est la 4e. Elle a plein d'amis, elle a un peu grandi, et, bon, pas toujours de bonnes notes, mais qu'importe, elle est populaire. Elle n'a pas tant changé. Aujourd'hui, elle a faim. Il est 10h30, pas de goûter. Il y a Lucas, 1m70, 90 kg, 14 ans, entre nous. Il ne s'en rendra même pas compte, se dit-elle. Résultat, 1 heure de colle et un petit pardon lancé en courant dans le couloir à Lucas. Est-ce un acte mal géré ? Une trousse volée, un goûter dérobé ? Est-ce des cas isolés ? Un enfant qui ne comprend pas la portée de ses actes ne peut pas sincèrement demander pardon. Le pardon devient alors un mot creux, une envolée lyrique, une formule apprise, un automatisme. Et pourtant, Clara, Lucas, la mère de Julie, ont accepté ce pardon. Non pas pour l'enfant, pour se libérer, pour éviter la rancune, pour pouvoir continuer, pour ne pas pleurer. Ce pardon devient alors un soulagement personnel, presque égoïste. Je pourrais continuer la chronologie encore un petit moment et vous dire comment Julie a eu un mariage très fructueux avec l'oncle de Gaspard, mais n'allons pas si loin. Ce que je dis ici, c'est qu'une punition bien choisie,
adaptée à l'acte, est éducative. Je punis, oui, certes, mais pour enseigner. Et attention les conservateurs, gardez vos pantoufles et vos fouets pour vos pratiques. Rien ne justifie violence et vengeance. La punition dont je traite ici est mesurée, adaptée, pas voulue pour elle-même, loin de là, proportionnée, digne de Montessori. Elle doit tenir compte non seulement de l'intention, mais de l'effet produit. Elle prend part elle-même à la rémission. Et c'est ce que j'aurais aimé que la mère de Julie comprenne. On peut punir, certes, mais intelligemment. Quittons Julie une bonne fois pour toutes, sa salle, sa classe sans mariage, ils sont pas toutes TPMP. Car ce qui se joue là, se joue aussi totalement dans notre société. Une société où, n'en déplaise à certaines, la justice ne suit pas le calendrier électoral et présidentiel, et où parfois punir, même tard, reste le seul moyen de reconstruire. Vous l'avez dit, la main qui a été blessée, née, ne peut pas toujours être celle qui doit punir. Dieu ou le karma peuvent s'en occuper d'ailleurs si vous y croyez, mais libérez-vous de ce poids. Permettez à la société d'avancer, à ces personnes de changer, de comprendre, à votre agresseur, s'il vous plaît, de ne pas recommencer, et au bourreau, demandez-la, de pouvoir vivre ensemble, de ne pas rejouer encore et encore les mêmes disputes, cris, baffes, tromperies, vols, viols, agressions, crimes. Osez prendre la parole, permettre ensemble de se libérer et de ne pas avoir à faire le chemin long et dur de la rémission. Obligez l'autre à se regarder en face. Veuillez conclure. Le pardon couplé à une punition adaptée permettent ensemble l'ordre social. L'Afrique du Sud, c'est vrai, n'aurait pas pu se reconstruire seule avec le pardon. Mais la punition aurait encore une fois divisé. Ce qu'il fallait, c'était la reconnaissance de la faute, une forme de justice, et enfin, le pardon qui en découle. Merci beaucoup. J'ai demandé à sa contradictrice de bien vouloir se lever et poser une question. Vous défendez un pardon qui est un acte de bonté gratuit et qui serait conciliable avec parfois une condition, celle de punir, dans le but justement de faire sentir les conséquences de l'acte dans une visée éducative. Mais comment on peut tenir ensemble quelque chose de gratuit avec une condition ? Justement, le pardon, c'est pour évoluer ensemble. C'est pour voir autre chose, c'est pour continuer à vivre. Pour ne plus avoir peur quand on marche dans la rue parce qu'on s'est fait agresser gratuitement. Et donc pour ça, oui, il faut qu'il y ait une compréhension de l'autre, de l'acte. Je punis pour que tu prennes au sérieux et que mon pardon ait du sens. Sans punition, sinon sans même compréhension de l'acte, le pardon en lui-même n'a même plus de sens, il n'existe plus. Mais donc, pour que le pardon soit efficient, il faut que l'autre reconnaisse son acte, qu'il se repente. Le pardon n'est plus gratuit. Qu'il se repente, ça c'est libre à lui avec sa conscience. Toutefois, il faut qu'il comprenne ce qu'il a fait, parce que cela a eu un impact sur moi, et qui peut totalement avoir d'autres impacts sur la société. Ici, la punition n'est pas juste pour que la personne change et puisse aussi pardonner, juste qu'elle puisse ne plus être un danger pour la société. La punition ici, couplée au pardon, permet l'ordre social, tout simplement. Merci beaucoup. Et donc sur le troisième et dernier sujet qui est le sous-thème, le pardon et le compromis, pour l'IPC, Hippolyte. Le pardon. On le part de noblesse, on le dépeint comme une grandeur morale. Mais ceux qui ont vraiment eu à pardonner savent que ce n'est pas un sommet lumineux. Non, c'est un chemin brumeux, que l'on emprunte non pas par pure bonté, mais parce qu'il n'y a plus d'autre voie.
Parce que si l'on veut que quelque chose survive à la blessure, il faut bâtir, et pour bâtir, il faut composer. Le pardon ne survit pas sans compromis. Et sachez-le, ce n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est précisément ce qui fait sa dignité, d'acte profondément humain. Quand on pardonne, on ne punit pas, c'est vrai. Mais ce n'est pas un pas grave que l'on lâche, c'est un choix lucide, un choix réfléchi. Le psychologue Charlotte Wittevliet montre que les personnes qui pardonnent présentent moins d'anxiété, une meilleure santé mentale et même physique. Dans cette logique, faire un choix du bien en renonçant à punir semble souvent ouvrir un espace où le bien peut revenir. Pourquoi ? Parce que la sortie de la logique punitive ouvre une dynamique de réparation. Le bien appelle le bien et la paix est une autre forme de force. Nietzsche nous en avait déjà donné les prémices. Celui qui pardonne, il n'oublie pas, il dépasse. Mais on ne dépasse pas seul. Le pardon, même intime, n'est jamais solitaire. Il engage toujours une relation. Alors oui, on aime l'image du pardon unilatéral, noble, simple, même propre, mais le pardon engage, il attend, il espère une réponse. Une réponse donnée à la suite de deux personnes qui se sont donné l'envie sincère de faire changer les choses. Prenons une amitié brisée. L'un trahit et l'autre veut pardonner. Mais si rien ne change, si le coupable ne comprend pas ses actes, à quoi rime le pardon ? À quoi a-t-il servi ? Paul Ricoeur dit « Le pardon n'est pas l'effacement de la faute, mais la volonté de créer un avenir avec elle. » Et cet avenir, il passe par des compromis. Des nouvelles règles et une confiance qui sera à rebâtir pierre par pierre. Comme le disait Clotilde, il faut parfois mettre de l'eau dans son vin, non pour l'affaiblir, mais pour pouvoir encore trinquer. Mais alors, que dire du pardon à un mort ou bien à un inconnu ? Est-ce qu'il ne tient plus ? Il tient, bien évidemment, mais autrement. Il ne construit évidemment pas une relation, mais répare un blocage. Ce n'est pas un pardon complet, on peut même dire qu'il est imparfait, mais il apparaît parfois nécessaire, malgré son caractère solitaire. Un pardon sans suite est une belle parole sans lendemain, nous l'avons donc vu, mais un pardon accompagné d'un compromis, c'est un pacte qui est durable. Prenons deux collègues. Il y a eu une trahison professionnelle. Ainsi, imaginez ces deux personnes qui évitent les tensions directes. Mais, malheur à eux, se retrouvent seuls à la machine à café. Puis, dans un silence pesant, l'un des leurs dit « Maintenant, on fait quoi ?» Bonne question. Et c'est là que commence le vrai pardon. Quand il se traduit en actes. Il faut plus qu'un mot pour pouvoir pardonner. On redéfinit alors les rôles, on fixe des règles claires, on change les habitudes, et là, et uniquement là, le pardon prend forme. Comme le disait Gabriel, punir, c'est le rôle de la justice. Et pour permettre un futur commun, alors je vite le peuple à demeurer un peuple de pardon, et non pas un peuple du talion. Un peuple où on apprend aux enfants, comme Julie, la valeur du pardon. Si cette logique fonctionne, ce n'est pas un hasard, puisqu'elle est aussi biologique. Chez les primates, les conflits sont suivis de gestes de réconciliation. Ça n'a rien, mais alors rien de moral. C'est une stratégie de survie. Franz de Waal l'a montré. Dans les espèces sociales, on répare, parce que la paix est bien plus utile que la vengeance. Chez l'humain, cette logique apparaît, mais est plus fine. Elle reste similaire. Le pardon, c'est une méthode de cohésion. Mais notre humanité nous permet autre chose, dépasser le biologique. C'est en cela que le pardon ne se contente pas de restaurer un équilibre. Il initie une dynamique, souvent invisible, où le bien fait place au bien, où la compréhension peut susciter la réciprocité. Pardonner, ce n'est pas juste maintenir le groupe. Le pardon sans compromis est une idée noble, mais une idée nue. Et dans la réalité, les idées nues, sachez-le, elles prennent froid. Nous ne défendons pas un pardon flou, fragile ou même tiède, mais nous défendons un pardon construit, exigeant et concret.
Un pardon qui ne punit pas, non pour tourner la page, mais pour écrire une suite. Pas celle de l'oubli, mais celle de l'action. Parce qu'à la fin, pardonner sans compromis, c'est risquer de pardonner pour rien. Pour asseoir. J'ai demandé à sa contradictrice de bien vouloir poser une question. Comment s'assurer que l'autre a compris le pardon, que le pardon n'est pas sans suite, si le pardon est, comme votre coéquipière l'a défendu, un acte totalement gratuit, qui n'est qu'espérance et n'engage pas l'autre? Eh bien, malgré le fait qu'il y ait plusieurs questions dans votre prise de parole, je vais essayer de répondre à une seule. Comment s'assurer que l'autre personne est sincère? Eh bien, j'aurais tendance à dire que par l'expérience de nature, ça se voit, mais pas que. Ses actes, sa manière de parler avec vous, sa manière d'interagir avec les autres, il y a une pluralité des dimensions qui permet de rendre compte de la nature objective de si la personne est-elle sincère avec vous ou non. Je vous remercie de montrer la centralité de l'effectivité du pardon, de la centralité de l'acte dans le pardon et de la repentance, parce que cela montre bien la fécondité de la punition éducative. Je ne vois pas forcément de questions dans votre prise de parole à nouveau, mais si je dois répondre, la punition par l'éducation est faite par une personne tierce. On ne demande pas à la personne, qui a été à l'origine de la souffrance à cause de l'acte qui a été fait, de procéder à une punition. Quand on vole quelque chose, on ne demande pas à celui qui a été volé de punir. On apporte une réponse avec une question. Merci beaucoup. Et donc pour finir ce choc de plaidoyer, toujours sur le sous-thème le pardon et le compromis pour l'ENS, Abigail. Et que faudrait-il faire? Comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Comme Cyrano de Bergerac dans cette célèbre tirade du non, qui refuse la bassesse du compromis, nous vous disons non merci. Non merci à votre pardon, qui n'est que compromis et abandon. Non merci à cette absolution qui, sous couvert de grandeur d'âme, de gratuité, n'est que compromission. Alors pardonnez-nous, nous préférons être le chêne que le lierre. Car seul ce chêne peut abriter Julie, cette jeune Julie, sous l'ombre rassurante d'une réelle rémission. Seul ce chêne peut faire de ses rameaux, de ses branches, les rameaux d'une paix durable. Alors je peux vous entendre vous indigner. Vous écriez que le pardon le plus pur, celui qui est vrai et gratuit, je vous cite, c'est encore le vôtre, l'absolution sans contrepartie. Ce serait ce pardon qui est fait d'amour, ce pardon qui, je vous cite encore, a lieu entre deux subjectivités. Un argument que vous utilisez pour, dans une pirouette rhétorique, détacher le pardon de la justice et la justice du pardon. Laissez-moi vous dire que c'est en fait le plus égoïste. Parce qu'un réel pardon, celui qui est tourné vers l'autre, c'est celui qui ouvre la voie de la rémission. Par une punition juste et appropriée. Sinon, qu'est-ce qui permet de distinguer le pardon de la complaisance? Alors oui, la voie que nous vous proposons
est une voie difficile, la voie du courage plutôt que du renoncement, celle d'un pardon sans compromis. Oui, sans compromis, ce compromis que vous présentez comme vecteur de paix sans lequel il ne pourrait pas y avoir de terrain d'entente, indiquant implicitement que l'on porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Entendez-le. Chut. Il gronde, il vient nous noyer sous les larmes de sang. Tout cela aurait pu être si facilement évité avec quelques gouttes de cristalline dans votre Bordeaux. Mais vous vous leurrez. Quelle est cette paix aux pieds d'argile que vous nous proposez? Une paix où, par la subtile magie de la transsubstantiation, le chou devient la chèvre et la chèvre le chou. Tout le monde se retrouve au milieu et on est bien content. Mais ce terrain d'entente que vous nous proposez n'est en fait qu'une position médiane qui ne permet pas véritablement d'arriver à une paix durable. Et vous l'avez contesté à Gaspard, en expliquant justement que, sans compromis, il n'y aurait aucun terrain d'entente. Mais l'Afrique du Sud n'a pas retrouvé une situation de paix parce que l'on a fait une concession aux racistes et on s'est dit « Moi alors, sur la moitié du pays, apartheid, sur l'autre moitié, pas d'apartheid. » Vous voyez bien que c'est ridicule. Nous vous disons non merci. Nous vous expliquons qu'il y a des positions qui méritent d'être tenues. Contrairement à ce que vous pensez, le compromis, c'est bien céder. Renoncer à punir, c'est bien trouver une solution de facilité. Nous refusons cette facilité. Nous défendons que l'on ne peut pas détourner les yeux complaisamment devant les propos de tonton pour acheter la paix sociale au prix de la piquette. Merci beaucoup. J'ai demandé à son contradicteur de se lever et de bien vouloir poser une question. Vous parlez de paix médiane et en la critiquant, mais dans le cas d'un couple, camper sur ses positions et voir si vous êtes sadique, punir, n'apparaît pas des plus adaptés. Ne pensez-vous pas qu'un compromis permettrait une stabilité vers le mieux? Non, je pense que le compromis, c'est jamais une réelle compréhension de l'autre. En réalité, on se force à faire chacun un pas de côté et on arrive dans une situation où personne n'est content. En réalité, rester sur ses positions et offrir à l'autre une vraie opportunité d'opposition, c'est aussi accepter de s'entendre dans la différence. Comment pouvez-vous affirmer qu'une opposition pourrait tendre vers un mieux? Mais justement, avec l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple. Quand quelque chose est si opposé à nos valeurs, il faut tenir la position pour parvenir à la situation du mieux. Parce que l'on ne peut pas tomber dans le simple relativisme où il faut tous se retrouver dans une position médiane justement. Parfois, le mieux passe par l'opposition. L'on ne peut pas tout accepter. Merci beaucoup aux deux équipes. Je vais laisser du coup Inès et Tristan faire des retours généraux brièvement et puis après on annoncera, puis je ferai aussi des retours évidemment sinon, voilà. Mais donc je vais les laisser commencer. D'accord, je commence donc. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Pardon. Il faut que tu me dises parce que je ne les entends pas. Oui. Nickel, ok. Merci beaucoup pour ce choc de quart. On a pris, alors je sais qu'on dit ça à chaque fois, mais là c'est vrai qu'on a pris grand plaisir à l'écouter. Je vais essayer de faire au plus vite parce qu'il est tard, qu'on est tous fatigués et j'imagine que vous avez tous envie de rentrer chez vous aussi. Sur ce choc, en fait, on aimerait que vous fassiez un peu plus attention à faire en sorte que la forme c'est pas qu'elle ne prime pas sur le fond, mais c'est qu'elle n'entache pas votre fond. Dans le sens où parfois dans ce choc, la forme a un peu brouillé le propos et on avait du mal à vous suivre parce qu'il y avait une forme très particulière qui peut être très belle, très lyrique, mais parfois ça bloque un peu la compréhension, notamment si on a beaucoup de rimes, si on a des textes très écrits qui ressemblent presque à des poèmes. C'est très beau, mais c'est pas forcément très facile à comprendre. Et aussi de ne pas se perdre non plus dans les storytelling qui ont été parfois très bien utilisés et qui parfois été moins bien utilisés et qui nous ont perdu un peu sur le fond. Voilà, c'était plus ce petit point sur faites attention avec la forme. Le but, c'est que votre forme soit au service de votre fond et non pas que votre fond soit au service de votre forme. C'est beau ce que je dis. Et Tristan, you have le micro de parole. Bonsoir à tous, merci pour ce choc. Donc, contrairement à Inès, j'ai détesté les chocs. C'est de l'humour. C'est une blague, hein. C'est une blague. On a apprécié le choc tous les trois, moi y compris. Donc, pareil, du coup, deux petites choses à préciser. Donc, je rejoins ce qu'a dit Inès auparavant. Mais du coup, le choc reste quand même un bon niveau de quart de finale. Deux choses que je soulèverais. De un, c'est au niveau des affrontements. On voit que vous êtes beaucoup améliorés au fur et à mesure de la compétition, mais on voit quand même que pas mal d'entre vous restent extrêmement déstabilisés dans l'exercice d'improvisation, et on le voit notamment par le changement d'attitude que vous avez entre le moment où vous faites votre discours et le moment où il y a l'affrontement en question. Donc, retravailler ça. Et deuxième chose, oui... plus là du coup pour rejoindre les critiques qui pouvaient être faites sur la forme, avoir des fois une forme qui révèle plus de votre engagement et votre passion du sujet serait parfois la bienvenue sur certains passages, certains sujets, certaines réponses aux questions aussi. Voilà, je vais pas étaler plus longtemps, je vais laisser Valence les compléter, annoncer les résultats. Merci. Je coupe ma caméra parce que c'est insupportable de se voir en dessous. Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit, évidemment, et on a été assez unanime sur le résultat de ce choc. Déjà, on trouve quand même que vos deux équipes ont vraiment bien compris l'enjeu de ce championnat. Vous avez compris ce que c'est du plaidoyer. C'est normal, on se dit en quart de finale, mais en vrai, c'est quand même bien de le rappeler. Vous avez compris que bien que ça soit des sujets philosophiques ou que ça soit des expressions, vous devez utiliser la société, vos croyances, ce que vous pensez, vraiment vos réflexions pour réussir à créer quelque chose et non pas simplement balancer des vannes, des rimes ou quoi que ce soit. Ça, vos deux équipes l'ont vraiment bien compris et on a aussi trouvé que vous avez aussi réussi à faire en sorte de chacun exister dans vos équipes. C'est que dans vos deux équipes, à chaque fois, vous avez totalement des styles différents. Vous pouvez avoir des personnes qui sont très lyriques, d'autres qui sont beaucoup plus sur un style beaucoup plus comique, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ne changez pas vos styles et ne changez pas votre manière de plaider et de porter vos causes, que ce soit dans la vie ou pour des concours. Mais en tout cas, ici, vous l'avez vraiment bien fait. Donc c'est très bien pour vous. Nous, ce qu'on attend quand même en quart et pour l'équipe qui va passer en demi, c'est de vraiment aller plus loin et plus fort dans cet engagement. C'est que vous avez des idées à porter, mais c'est des idées à porter qui doivent aller loin. C'est des idées, là on parle quand même du pardon, on a quand même des thèmes qui ont été abordés, des sujets qui ont été abordés, et je vous remercie de pouvoir aussi vous livrer, de pouvoir aussi partager certaines histoires où en fait il faut les défendre jusqu'au bout, et vous pouvez aller plus fort, que ça soit plus fort dans les mots, plus fort dans le ton, mais surtout plus fort dans l'éloquence. Vous avez tout... Bon,
une scène. Vous avez un public, vous avez des gens qui vous écoutent et vous avez toute la FF2, on est là, enfin toute la FF2. Là en physique il n'y avait que moi, mais on est là pour laisser exister aussi tout ça, donc vraiment n'hésitez pas à donner plus de vous parce que je pense que vous avez donné assez. C'était vraiment bien et c'était vraiment juste et vous abordez des thèmes de manière très juste, mais à aller plus fort. Et les risques que vous allez prendre seront récompensés. Voilà. Donc, pour les résultats, je vais juste les dire comme ça et je ne vais pas spécialement justifier. Vous pourrez venir me voir après ou vous pourrez juste m'envoyer un message. Ou envoyer un message à Tristan et Inès. Donc, on va faire d'abord les duels. Ensuite, j'annoncerai meilleur orateur ou oratrice dans l'affrontement. Et à la fin, le point de cohérence d'équipe. Donc, sur le premier duel, nous avons décidé de faire gagner Gaspard. Sur le deuxième duel, nous avons décidé de faire gagner Gabriel. Et sur le troisième duel, nous avons décidé de faire gagner Abigail. Nous avons décidé de donner le point de MO et de MO affrontement à la même personne qui a su garder à la fois son ton, son expression. Je sais que j'ai dit que je ne justifiais pas, mais je pense vraiment qu'il faut justifier ça. Mais son ton, son expression, et qui a su rester soi-même dans l'affrontement et dans son discours, qui a su aborder des thèmes durs, mais d'une manière particulièrement juste. Donc c'est pour Gabriel. Et donc, il y a 2-2 actuellement. On a décidé d'attribuer la cohérence d'équipe à l'équipe de l'ENS. Donc, je remercie vraiment les deux équipes. Si vous avez besoin de retour, je suis là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce choc. Merci pour ce que vous avez pu partager. En tout cas... voilà, merci de faire confiance à la Fédé pour tout ça.